Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Le jour d'après. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et bien évidemment de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe du podcast de la bourse sur Facebook, le groupe que je partage avec mes amis Mathieu et Laurent, et évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour, mais nous sommes plus de 4000 abonnés actuellement sur la chaîne, donc c'est super. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais proposé, donc je travaille sur un format, alors on verra si c'est mensuel, trimestriel, etc., un format d'émission qui serait potentiellement plus axé sur le long terme, parce que j'ai eu vos retours, très intéressants d'ailleurs, je vous en remercie, sur l'intérêt que vous avez sur du long terme. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de m'entourer de gens compétents, voire même peut-être de professionnels compétents, afin de mettre à votre disposition, bien sûr gratuitement, un maximum d'informations pour pouvoir prendre des décisions et surtout pouvoir progresser encore une fois sur, je dirais, un autre profil d'investisseur qui n'est pas forcément toujours très développé sur la chaîne du podcast de la bourse. Donc on va essayer également de développer ça pour 2023. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de trading, d'accompagnement à l'analyse technique, eh bien, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com et la boutique, puisque nous avons avec mon compère Michael Landreau un salon. Nous faisons de la formation aussi, même si cette année, malheureusement, il y a eu très peu de sessions faute de temps, et du coaching, bien évidemment. Et puis, bien sûr, vous êtes au courant, mon partenariat avec Trade Republic, donc Trade Republic qui est, avec qui on est relativement proche, et également le directeur de Trade Republic, Mathias Bacchino, qui, vous le savez, organise tous les jeudis soirs sur Twitter un space, une sorte de radio libre, où évidemment la parole est donnée à tout le monde, et c'est vraiment ça qui est génial. Alors c'est en train de prendre vraiment, on a beaucoup de monde qui a vu celui de jeudi soir. C'était une émission passionnante encore une fois. Donc c'est génial de pouvoir interagir avec les différentes personnes, et ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer sur évidemment ses victoires, mais aussi ses défaites et ses échecs. Donc ça permet de pouvoir en parler tous ensemble et potentiellement de temps en temps trouver des solutions aux problèmes de chacun. Alors, juste à titre d'information, la vidéo hebdo de la semaine prochaine sera jeudi soir. Donc, la semaine prochaine, le vendredi, c'est le 11 novembre, c'est férié. Et surtout, c'est le week-end du séminaire de Barcelone où j'interviendrai. Donc, je serai absent le vendredi. La vidéo, je ferai un format certainement un petit peu plus court, mais la vidéo aura lieu jeudi soir à titre exceptionnel la semaine prochaine. On attaque donc avec le programme de cette semaine. On aura du Dassault Systèmes, du Kering, du ASM International qu'on avait vu la semaine passée, Ubisoft, Unibail, Orange, CGG, Saint-Gobain, Metex, Saint-Gobain qu'on avait vu également la semaine passée et même les semaines précédentes, Showroom Privé, Crossject, Virbac et Gossin. Ça, c'est pour Euronext. Et puis, on ira aux États-Unis voir Boeing, Stoneco, qui a fait une super perf. On en a parlé la semaine dernière, elle a bien performé. Et on m'a demandé également Alibaba. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker. Bien évidemment, laissez des commentaires. Je les lis tous, j'essaye de répondre à tous. C'est génial d'avoir vos commentaires sous les vidéos, d'avoir vos précisions parfois, comment dirais-je, vos avis. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant que la semaine dernière, j'avais montré que des actions, aucune action haussière. Je choisis pas en fait, je me base sur la liste qui m'est proposée généralement et sur ce que les gens veulent voir, évidemment, et j'essaye de tourner. Je regarde pas forcément si ce sont des actions qui sont en tendance ou pas. J'essaye surtout de montrer un maximum de configurations pour tout le monde, et le but de ces vidéos, c'est uniquement de faire de la pédagogie, c'est ce qui me plaît, et d'essayer à ma modeste place de montrer ce qu'il est possible de faire en termes de gestion de risque, de money management, de prise de décision, etc., etc. Voilà.
Allez, on attaque avec notre cher ami le CAC 40. Donc le CAC 40, il a fait, donc on va résumer comme d'habitude. Il a fait le crash du Covid, il a rebondi jusqu'au 5 janvier 2022 avec un magnifique bull market et puis derrière la chute, suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, un rebond fabuleux et puis on a eu un marché, extrêmement volatile depuis. C'est vrai qu'on a des marchés qui sont très erratiques, je dirais même dangereux, violents. Moi, c'est le qualificatif que je donne à cette année, 2022, violent. On est dans un marché qui... alors, il a toujours été violent, le marché. Il y a toujours eu des périodes violentes. Moi, j'ai toujours connu des périodes violentes. Mais il est vrai que cette année, la violence dure très longtemps et on a des mouvements qui sont hyper directionnels, hyper violents. On le voit encore sur la séance d'aujourd'hui, où le CAC a gagné en séance jusqu'à 3,50. Donc c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement compliqué. Je peux comprendre bon nombre d'entre vous qui m'écrivaient avec beaucoup de frustration, parce que quand on voit des marchés comme ça et qu'on est à l'écart sur des journées où le CAC va gagner jusqu'à 3,50, on se dit qu'on a loupé le train. Mais c'est pas forcément vrai. Alors évidemment, vous trouverez toujours sur Twitter et ailleurs des gens qui ont su parfaitement décrire le marché, qui ont su parfaitement anticiper, qui ont su. La réalité, c'est que c'est un marché qui est extrêmement peu lisible et surtout au-delà d'être extrêmement peu lisible, c'est un marché qui est extrêmement dangereux et qui offre malheureusement trop peu de portes d'entrée pour pouvoir rentrer comme il faut. C'est-à-dire que vous le voyez, si on prend un petit peu ce qui s'était passé par exemple sur l'année 2020 jusqu'à 2021, vous voyez, on avait des baisses, il y avait des baisses comme ici, il y avait des retracements, etc. Mais c'était pas aussi violent. Il y avait une hausse, une conso, une hausse, une conso, une hausse, une conso, et on avait des réductions de la volatilité. Nous avions là on le voit. Regardez un petit peu la différence entre les creux et les sommets par rapport à ces creux-là et ces sommets qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus petits, beaucoup moins volatiles, beaucoup moins erratiques. Là, on le voit, c'est des immenses creux et des immenses sommets. Donc effectivement, il est extrêmement difficile de rentrer comme il faut, d'autant plus que on a beaucoup de faux signaux, on le voit. Là où c'était très intéressant, par exemple, la semaine dernière, c'était que nous avions la mise en place de cette congestion-là, qui était très intéressante, cette petite congestion, et moi le premier, j'y tiens enfin le marché se calme, est en train de construire, en plus sous la moyenne mobile à 200, etc. Puis finalement, ce marché-là, il break le 1er novembre, gap à l'os. Derrière, il réintègre, il va rechercher le niveau des 6180 points avant aujourd'hui de refaire à nouveau un gap à la hausse. Donc, contre-pied du contre-pied du contre-pied, gap à la hausse et il recasse finalement cette résistance oblique. Donc, qui pour moi, malgré tout, techniquement, qui pour moi est un petit peu le niveau qui sépare les acheteurs et les vendeurs sur du moyen terme. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, aujourd'hui, pour la première fois depuis fin février 2022, nous clôturons au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, il y a toutefois un dernier, pour moi, obstacle dont il faudra s'affranchir, qui est celui-ci. Voilà, qui est cette résistance oblique-là. Si on arrive à passer tout ça, honnêtement, il faut à un moment donné, il faut se résoudre à l'évidence, c'est que ce marché est acheteur. Ce marché est acheteur et j'en veux pour preuve que depuis on va dire mi-octobre, il est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui est haussière. Voilà, à partir du moment où cette moyenne mobile à 10 jours s'est mise haussière ici, on a un trend qui se dessine. Donc on verra. Ce que j'espère, mais malheureusement ça arrive relativement peu, ce que j'espère, c'est qu'on aura une réduction de la volatilité pour pouvoir sur les actions commencer à construire la semaine prochaine et avoir des setups pour pouvoir rentrer si le marché décide derrière de nous réindiquer une nouvelle jambe de hausse, pourquoi pas, pour vouer les 2 derniers mois de l'année, pourquoi pas. A contrario, évidemment, si pour moi, alors les niveaux ils sont assez simples. Les niveaux pour moi, le premier niveau, de toute façon, je pars du principe que tant qu'on est au-dessus des 6180, 6002, ça reste positif. Ça reste positif et évidemment au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Donc pour moi, tant qu'on tient ce niveau, tant qu'on réintègre pas les 6200 points,
je reste acheteur sur le si config est intéressante, je reste plutôt acheteur sur le marché avec quand même de la prudence parce qu'effectivement, il y a énormément de volatilité, mais je reste plutôt acheteur. A contrario, là où pour moi je redeviens vigilant, prudent, et etc., etc., c'est si, hop là, si on revient à passer là-dessous. Voilà. Et là, si on revient à passer là-dessous, ça voudra dire que le marché est faible, qu'on a fait une fausse cassure en séance et qu'on a réintégré. Et là, par contre, il faudrait aller voir beaucoup plus bas. Mais, encore une fois, pour le moment, j'ai pas ce signal-là. On a même une belle séance quand même en termes de volume. Les volumes ne sont pas extrêmement élevés, mais on a quand même une séance avec un petit peu plus de, hop là, un petit peu plus de volume. Voilà, même si ça reste quand même, ça reste moyen, mais on a une séance avec un petit peu plus de conviction. Donc on verra. Alors le titre de cette vidéo, c'est le jour d'après. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous avons eu Jérôme Powell qui a parlé mercredi. Alors évidemment, tout le monde a parlé de l'événement, comme si on avait appris des choses extraordinaires. Moi, je suis désolé, mais pour moi, ça a été à nouveau un non-événement. On n'a pas appris grand-chose de Jérôme Powell. Il a laissé ouvert un petit peu toutes les portes. Donc en termes de hausse, au niveau des taux, il a respecté un petit peu le consensus. Donc une hausse de 75 points de base. Et puis après, il a dit à la fois que les taux allaient continuer de monter, et même peut-être au-delà de ce qui était prévu au départ, mais il a aussi dit que après, derrière, il faudrait bien les baisser. Donc en gros, il a dit un petit peu tout et son contraire, mais en même temps, c'est normal. Lui-même ne sait pas forcément de quoi demain sera fait, donc il est obligé de laisser les portes entrouvertes. Donc ça me paraît logique, un discours logique, un discours je dirais, conforme à ce qui était attendu et je dirais qu'il synthétise bien tout ce que tout le monde a dit depuis des semaines, que ce soit sur Twitter, sur les différents médias à la télévision, etc. Donc bon, finalement, on a un Jérôme Powell sans surprise. Vous me direz, c'est toujours mieux que Madame Lagarde qui apparemment ne sait toujours pas d'où vient l'inflation. Passons. Alors, ensuite le CAC Small. Donc le CAC Small, lui donc est, voilà, lui, il est toujours dans son petit canal. Donc on est toujours là sur la zone. Donc on est toujours dans son petit canal. On est revenu faire l'appui ici. Alors finalement, ce que j'avais espéré il y a 2 semaines s'est réalisé une semaine plus tard, mais grosso modo, on a eu un repli. Et on revient là aussi sur, de nouveau, la zone de support. Alors, moins positif d'ailleurs, on le voit par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. Donc sur le CAC, je vous rappelle que nous avons clôturé ce vendredi au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Les small, elles sont encore 8%, plus de 8% en dessous. Donc on a véritablement une sous-performance, d'accord, sous-performance des petites et moyennes capitalisations. Alors, en l'occurrence, c'est que les petites ici, mais les moyennes, c'est à peu près pareil. Donc voilà, deux possibilités. Soit effectivement le marché fait un rebond, un gros rebond sur les grosses caps avant de repartir à la baisse, soit effectivement nous aurons un rattrapage sur les 2 derniers mois de l'année, nous aurons un rattrapage des small caps. Donc évidemment, vu le rebond des grosses capitalisations, j'ai du mal, moi, à titre personnel, on va en voir beaucoup. Mais alors, quoique, c'est encore... parce que le rebond du CAC, on l'a vu aujourd'hui, est soutenu évidemment par le luxe, avec Kering notamment, qui a fait une grosse performance aujourd'hui, on va la voir d'ailleurs. Kering qui a fait une énorme performance. Tout ça lié à des rumeurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la journée, des rumeurs cette nuit de déconfinement au niveau de la Chine. On ne sait pas trop d'ailleurs ces rumeurs, si elles sont officielles ou non. Toujours est-il que c'est ce qui a vraiment boosté les indices européens et notamment évidemment le CAC 40 qui est très largement fourni en valeurs du luxe qui sont elles-mêmes, vous le savez, très exposées au marché asiatique. Donc voilà, au niveau d'Asso System, donc au niveau des actions d'Asso System, on est revenu sur une zone qu'on avait indiquée il y a bien longtemps. Donc on fait le double appui, on fait le rebond. Voilà, c'est timide, ça reste timide. Voilà. Alors il y a des actions qui sont un petit peu en sous-perf, sous-performance, notamment évidemment le secteur tech.
qui a vraiment du mal à rebondir, hein. D'ailleurs, cette semaine, le Nasdaq, je crois, fait, faudrait le regarder, mais je crois qu'il fait moins 5 ou moins 6 de perf cette semaine, le Nasdaq, alors que le Dow Jones et les indices européens font une semaine positive. Donc, on a vraiment une sous-performance du secteur tech. Encore une fois, on le voit sur beaucoup de graphiques, notamment macro, hein. On a la value qui aujourd'hui surperforme largement le secteur croissance, hein, le secteur de croissance. Donc bon, voilà, on verra, hein. Toujours est-il qu'au niveau de Dassault Systèmes, voilà, moi j'attends un petit peu plus de construction, j'aimerais beaucoup, voilà. Alors soit effectivement une construction là-dedans, une congestion, et à ce moment-là on pourra payer pour jouer la relance, soit effectivement cette construction-là, elle finit par lâcher pour une raison X ou Y, et à ce moment-là je vous avais indiqué le deuxième niveau plus bas qui correspond potentiellement, voilà, à un niveau de support. Hop là, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà, un niveau de support oblique, hein. Je vais le dupliquer pour être un petit peu plus large, ça sert à rien d'être trop précis. Voilà, un niveau de support oblique et qui correspond notamment au plus haut ici de septembre 2018, juin 2019, notamment ici le double top qui avait été réalisé lors du rebond, du premier rebond de mars 2020. Et donc, voilà, cette zone se situerait pour moi sous les 30 euros, on va dire, même je dirais sous les 29. Donc, on verra là aussi, hein. Donc, soit on aura l'opportunité d'entrer ici pour jouer la relance et notamment aller chercher les niveaux des 36, 37, voire la moyenne mobile à 200. Soit on lâchera et à ce moment-là, on ira chercher un signal un petit peu plus bas, une construction un petit peu plus bas sur les niveaux de 26 jusqu'à 29, grosso modo. Kering, donc on parlait du secteur du luxe qui a très très bien performé. Kering évidemment a fait une séance magnifique à plus 7, hein, donc a porté le CAC 40. Donc on l'avait dit, du moins on avait vu la construction. Alors je sais plus si c'est sur le salon que j'avais présenté l'action. Malheureusement on n'a pas pu rentrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous avions effectivement un support oblique. Donc ce support oblique qui a été légèrement enfoncé, puis derrière on a réintégré. Alors ce qui était très intéressant au niveau de la config, hein, sur Kering, c'était le biseau descendant. Alors, souvent je sais on se moque de moi gentiment, merci d'ailleurs, de mes biseaux descendants, mais voilà, on avait ici un cas d'école, donc réduction de la volatilité, réduction des volumes, et puis finalement on casse par le haut et on fait ici une petite congestion. Alors nous, enfin, on avait proposé un achat donc au-dessus notamment de la bougie. Ici, c'était la bougie de vendredi, hein. On avait proposé ça, moi j'avais proposé ça en opportunité. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un gap à la hausse, donc nous n'avons pas cassé déjà le lundi, et puis le mardi, malheureusement, il y a eu un gap à la hausse quand même de plus 1,30 et quelques. Moi, à titre perso, lorsqu'il y a des gaps à la hausse comme ça, je prends pas, et j'ai complètement loupé le retour, c'est vrai, le comblement du gap qui était plutôt pas mal. Mais bon, voilà, vous imaginez quand même gap à la baisse ici, d'accord? Il y a un gap à la baisse entre la séance de jeudi et de vendredi, gap à la hausse entre la séance de mardi et de lundi, gap à la baisse de nouveau entre la séance de mercredi et de jeudi, et puis à nouveau ce matin, gap à la hausse, qui est quand même un gap à la hausse de 2,50, hein, d'accord? Donc c'est pas évident quand même, vraiment pas évident. En tout cas, voilà, la congestion était pas mal. On n'a pas eu malheureusement vraiment un signal très très propre. Voilà, le signal pour moi il était au-dessus ici des 467. Malheureusement, la stratégie pour entrer n'a pas été validée. Dommage, mais évidemment la bourse c'est le temple des regrets. Dommage parce que moi je l'aime beaucoup, Kering, vous le savez. Mais c'est comme ça. ASM International, on l'a présenté la semaine dernière. Alors bon, je vais pas rester 3 heures, hein, parce que il s'est passé plus ou moins exactement. Donc on avait dessiné la semaine dernière, vous avez dit voilà. Moi, je serais intéressé au niveau de ASM International si on revient sur le support oblique. Voilà, encore une fois, la pertinence de l'analyse technique. Et on a fait bel et bien le rebond. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu en profiter, eh bien, il va falloir continuer à attendre potentiellement une petite bougie.
une petite bougie à faible volatilité. Et si cette petite bougie à faible volatilité apparaît, désolé, hein, enfin, vous avez compris l'idée, hein, si on arrive à bien congestionner en début de semaine prochaine, à ce moment-là, on pourra trader une cassure pour jouer la relance et une nouvelle cassure pour aller chercher vraiment quelque chose de beaucoup plus, un mouvement moyen terme beaucoup plus haussier. En tout cas, on bénéficiera, si le marché nous offre cette porte d'entrée, on bénéficiera, je ne sais pas si on bénéficiera de probabilités élevées, mais en tout cas, nous bénéficierons d'un ratio risque-rendement très élevé. Sur une action liquide qui a déjà publié, etc., etc. Et puis, vous connaissez le secteur des semi-conducteurs. Je vois mal comment le marché pourrait continuer à progresser sans relancer des semi-conducteurs. Ubisoft. Donc Ubisoft, alors, elle a du mal, mais elle construit. Voilà. Donc on l'a présenté il y a 2 ou 3 semaines, je crois, et vous avez dit voilà, tant que de toute façon, alors il y a des zones de long terme beaucoup plus basses, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'obstiner, hein, ça reste du trading pour moi, mais je vous avais dit voilà, tant qu'on reste voilà dans ce biseau descendant, là aussi, hein, biseau descendant, je vous avais montré une baisse des volumes, etc., etc. Bref, le coup classique. Biseau descendant, on casse le biseau descendant, on fait une espèce de range un petit peu violent, et finalement on arrive à casser, on revient s'appuyer, et là voilà, on a vraiment des petites bougies, on a de l'hésitation, on a très très peu de volume, toujours très très peu de volume, donc il y a peut-être quelque chose à faire. On verra la semaine prochaine. Les bougies là sont intéressantes. Elles permettent, pourquoi pas, de tenter quelque chose au-dessus des 28,36. L'avantage, c'est que là aussi, hein, si on fait juste un effet rattrapage et que, admettons, que l'on revienne, ne serait-ce que combler ce gap-là, hein, ce petit gap ici, hop, je vais le noter. Voilà. Ne serait-ce que si on venait combler ce petit gap ici, ou juste aller arriver à l'entrée de ce gap-là, ça fait quand même 15%. Le stop potentiellement sous le dernier creux. Voilà, sous le dernier creux. Donc ça ferait un ratio risque-rendement. Donc on aurait un stop à 5%. Alors c'est pas mal 5%, mais Ubisoft elle est nerveuse. Hein, donc c'est toujours pareil, il faut s'adapter à la volatilité. Donc voilà, on aurait un premier TP. Premier TP à 12%, alors peut-être possibilité de le réduire un petit peu, le premier TP sur une prise de bénéfice partiel, mais en tout cas, en termes de ratio gain-risque, c'est plutôt pas mal au niveau de Ubisoft. Unibail. Alors, Unibail, c'est une valeur qui est uniquement éligible sur compte titre, donc elle n'est pas éligible PEA, hein, c'est une foncière. Donc, plutôt pas mal ce qu'elle nous a fait. Alors, Unibail, hein, sur le très long terme, c'est plutôt baissier. Voilà. Donc, on va dire que depuis 2015, c'est plutôt baissier. Toutefois, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas si moche que ça, je dirais. Donc, nous avions effectivement un premier setup de congestion ici qui a cassé par le haut. En plus, c'est assez parfait, hein, cassure par le haut, appui et derrière relance. Donc, le coup classique, cas d'école. Et là, on a fait plutôt la même chose. C'est-à-dire que nous avions eu cette congestion, cassure par le haut, appui dessus et relance. Donc plutôt très intéressant. On est venu faire là aussi le pullback très violent certes, mais le pullback quand même ici sur la zone des 45 euros. Je dirais que tant qu'on est au-dessus des 45 euros, l'objectif ça va être de rejoindre la résistance oblique ici. Et si on arrive à passer la résistance oblique, alors je vais observer la congestion. Alors je la traderai pas, c'est pas, je trade pas l'Euronext sur compte titre, mais en l'occurrence, on pourra tenter, si on a une porte d'entrée ici, on pourra tenter une congestion. Congestion pour pouvoir relancer et à ce moment-là, pourquoi pas, ensuite aller chercher la moyenne mobile à 200 jours, les 62 et en troisième TP, je dirais les 70 et des poussières. Orange, là aussi, très très belle construction au niveau d'Orange. Donc Orange, on en avait parlé. Nous en avions parlé, c'était donc le vendredi 14 octobre, c'était sous cette bougie-là. Donc je reprends ce que j'avais dit le 14 octobre. Je vous disais, voilà, on est revenu pour la 4e fois sur le support oblique de long terme. Et pour la 4e fois, pour ça qu'encore une fois, l'analyse technique, pour ceux qui en doutent encore, on voit qu'elle est quand même hyper pertinente. Regardez un petit peu la précision, hein, fabuleuse, fabuleuse précision. Support oblique, regardez. On repasse et hop, le dernier ici. Voilà. Bien, c'est pratiquement au centime près.
Donc, quatrième appui. Alors, ce qui était très intéressant au niveau d'Orange, hein, c'est que on a fait une petite congestion, on a cassé par le haut. Il y a eu une méchante mèche, ça c'est clair. Il y a eu une méchante mèche le 25 octobre, mais derrière, on a relancé. On se permet même de casser cette oblique et on se permet même potentiellement de construire quelque chose. Donc, ce qui va m'intéresser au niveau d'Orange, c'est si on va avoir la capacité de réduire la volatilité et pour potentiellement relancer. Donc, Orange, hein, je rappelle, hein, c'est un dividende quand même assez intéressant pour celles et ceux qui veulent éventuellement investir, qui croient en la valeur. C'est pas en termes fondamentaux la valeur du siècle, hein, c'est pas Apple, Orange. C'est pas un jeu de mots hein, entre les fruits, mais par contre, en termes de fondamentaux, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même qualité, hein, bon, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, voilà, si vous voulez investir au niveau d'Orange, voilà, c'est peut-être une zone où effectivement on peut, pour du moyen long terme, rentrer, même si, voilà, en termes de config, hein, sur du moyen long terme, ça reste quand même très très baissier, hein, d'accord? Donc voilà, mais après on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une recovery sur ce titre, hein, pourquoi pas, hein. Donc ceux qui croient au titre, oui, en effet, c'est pour moi, on a pour moi un signal potentiel d'achat. Et donc, si on revenait sur les niveaux, par exemple, de mai 2022, hein, c'est pas il y a si longtemps, ça ferait quand même un gain potentiel de 20%. Alors, je suis content parce qu'on en avait parlé et je l'attendais ici. Souvenez-vous. Alors, hop. Donc, on en avait parlé sur les opportunités que j'avais publiées du 21 octobre. On avait tapé le TP1 et je vous avais dit attention, résultat le 2 novembre, faites gaffe, vendez avant. J'espère que ceux qui ont pris le trade l'ont fait ou en tout cas ont vendu une bonne partie sur le TP1. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, hein, le hasard de l'analyse technique. On est revenu pile poil faire la mèche sur le support oblique. Donc voilà, rebond technique. Maintenant, voilà, ça reste plutôt du rebond technique. Il va falloir attendre là aussi pour moi. Hein, il va falloir attendre de la congestion, de la construction et éventuellement, si on arrive à faire ça, on pourra relancer. A contrario, si on repasse pour moi sous le bas de la mèche de jeudi, c'est-à-dire sous les 0,65, il vous faudra faire gaffe parce que là, nous pourrions en effet avoir, à contrario, effectivement, une accélération baissière. D'accord. Donc pour moi, les points clés ils sont là. Est-ce que on va avoir à un moment donné un point d'entrée? Et là, si effectivement on a une réduction, une construction là-dedans, effectivement, on pourra tenter quelque chose. Saint-Gobain, donc nous en avions parlé. Ça c'était le nouveau plan. Hop, nous en avions parlé dans la vidéo. C'était la vidéo du vendredi aussi, hein, donc on avait proposé un achat qui était ici au-dessus des 39,45 €. Premier achat, premier TP, la construction est pas mal, on est revenu, donc les chiffres étaient plutôt pas mal. On est revenu parfaitement faire ici le pullback, je reste positif, hop là, voilà, je reste positif sur le titre, pas facile parce qu'il est volatile, mais malgré tout, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de construire. Donc nous verrons. Voilà, idéalement, ce que j'aimerais beaucoup sur ce titre-là, c'est qu'on ait encore un petit retour en arrière, qu'on vienne s'appuyer par là et qu'on vienne construire pour pouvoir jouer ici une congestion et essayer de retrouver, je viserai ce niveau-là, hein, des 46 € et des poussières. Et ensuite, potentiellement, on irait chercher les 50 € et des poussières. Enfin, on n'en est pas là. Pour moi, on va construire hein, quand même encore. Ça manque un petit peu, il y a encore un petit peu beaucoup de volatilité. Bon, elle est volatile, hein, SVO, mais grosso modo, quand même, je préférerais vraiment des bougies à faible volatilité, comme nous l'avions eu d'ailleurs hein, sur le vendredi. C'est pour ça qu'on avait tenté un achat ici. Mais voilà, je reste positif de toute façon. Tant que nous sommes au-dessus des 39,50 €, je reste positif sur le potentiel de retournement de Saint-Gobain. Metex, c'est une valeur qu'on me demande régulièrement, qui s'est malheureusement bien effondré, puisque c'est un titre qui cotait 7 €, aujourd'hui il cote 1,60 €. Donc je sais qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui se sont fait embarquer sur cette valeur. Donc c'est moins 78, hein, ça fait malheureusement très mal. Bon, c'est comme ça arrive.
Bon, il y a de la construction, il y a voilà, il y a du zigzag, il y a du rebond, il y a, mais pour moi, je l'attends plus bas. Je l'attends plus bas honnêtement, donc on verra là aussi, hein, c'est peut-être pas pour demain, mais moi, je l'attends, voilà, je l'attends plutôt ici. Ce qui m'intéressera potentiellement, voilà, c'est si on casse le bas, hein, voilà. Si on casse le bas, si on arrive à casser ici le niveau des, 0,94 centimes. Ça peut être un niveau, hop là, si l'action m'offre une opportunité, hop, donc l'idée c'est de revenir ici, casser le bas, et si on revient ici, casser le bas, et qu'elle m'offre une congestion pour jouer la relance ici. Donc voilà l'idée, grosso modo, pour le moment, à part faire du trading, c'est compliqué sur mes textes. Alors, on m'en a parlé d'ailleurs, c'était en début de semaine, je crois. Il y a quelqu'un un lecteur qui m'a demandé mon avis sur mes textes. Bon, j'espère qu'il m'a écouté, puisque je lui ai dit qu'il y avait peut-être en ce moment mieux à faire sur les marchés que ça. Surtout que voilà, il y a un problème de liquidité, hein, en ce moment, hein. Vous voyez, sur une séance d'aujourd'hui où on a quand même des flux sur les indices, même des flux importants, eh bien, c'est 160 000 euros échangés sur mes textes. Donc c'est extrêmement compliqué avec une telle volatilité et si peu de volume dans le carnet d'ordre. C'est extrêmement compliqué, malheureusement, de trader ça. Voilà. Si on n'est pas expert, si on ne fait pas du carnet d'ordre, en swing, en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Ou alors, il faut avoir voilà, une taille de position très petite, ou alors connaître parfaitement le dossier, ce dont moi, je n'ai pas les compétences, hein, sur ce dossier-là. Voilà. Mais grosso modo, très sincèrement, voilà, je préférerais que vous restiez à l'écart de toute manière. Voilà, tant qu'on est sous cette oblique-là, même en trading, il y a pour moi absolument rien à faire. Forum privé, alors on me l'a demandé effectivement parce qu'il y avait une structure que je décris souvent, hein, magnifique, hein, magnifique showroom privé, voilà. Structure, ce que je vous montre très régulièrement. Donc nous avions beaucoup de choses, hein, sur showroom privé. Alors je l'ai pas vu. Enfin si, à vrai dire, je l'ai vu, mais le problème là aussi c'est la liquidité du titre, hein, parce que là on était, voilà, ces derniers temps nous étions à 50 000 euros, 100 000 euros échangés, mais nous avions le cas typique de ce qu'il vous faut rechercher. Vous devez rechercher ce genre de choses sur les marchés. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions un titre 1 qui était donc en tendance baissière. Ce titre en tendance baissière vient faire un appui sur un support hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est une zone de polarité, une zone qui avait fait résistance ici en novembre 2019, résistance ici en septembre 2020, résistance ici en octobre 2020. Ce niveau-là, nous venons le toucher dans un premier temps. Ce niveau-là fait, alors il y a effectivement les gens qui achètent les supports, bon ok très bien, moi c'est pas forcément ma qualité première, mais par contre ce qui était très intéressant au niveau de showroom privé, c'est que nous avions dessiné, hop, nous étions en train de dessiner effectivement cette figure, hein, en biseau descendant, encore une fois. Cette figure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons cassée par le haut et nous avons fait, on le voit bien ici, supprimé, nous avons fait une congestion, cette zone-là, et je vous parie que cette congestion, elle était sans volume. Voilà. Nous avions très très peu de volume dans cette zone-là. À partir du moment où effectivement nous faisons le break, alors soit le breakout ici des 1,20, soit même un petit peu plus haut pour ceux qui sont un peu moins agressifs sur le marché, soit au niveau des 1,22. Derrière, c'est parfait. Techniquement, c'est parfait. On break, on fait l'appui, et derrière, boum, ça explose. Nous avons quand même, depuis là, une hausse de 42%. Donc avec un stop au départ qui était pour moi sous la congestion si vous rentrez ici, donc un stop à 6%. Donc là, nous sommes sur le genre de pari asymétrique. Il y avait même pour les retardataires potentiellement une zone de break. Je vous le décris souvent, hein, les doubles tops, les triples tops. C'est des zones effectivement à trader lorsque nous sommes évidemment en configuration haussière. Pour celles et ceux qui ont vu mon webinaire, il est dans le lien est en description de cette vidéo. Vous voyez, au-dessus de la M10 qui monte, congestion, breakout, et derrière, on a une explosion du titre. Donc voilà un petit peu le genre de config qu'il faut rechercher. Bon, je mets un bémol sur showroom privé parce que
Là, c'est 60. Il y avait à ce moment-là, il y avait 60 000, 50 000 euros d'échangés. Donc bon, je mets honnêtement un bémol. Mais malgré tout, l'idée est là. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la pédagogie. Et c'est ce genre de structure qu'il vous faut rechercher parce que ce sont des structures qui offrent des ratios gain-risque très intéressants. Project, alors, je connais très très mal le dossier. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de dossier-là. Elle m'a été demandée, ça fait plusieurs fois qu'on me la demande, donc je la montre quand même. Ce qui peut être intéressant, c'est que les personnes qui me demandent ce genre de titre-là, ou moi, en termes fondamental, je ne suis pas compétent là-dessus, peut-être de mettre éventuellement dans les commentaires un avis plus ou moins complet, mais pour pouvoir orienter les gens qui peuvent être intéressés. Pardon. Donc, bon, hyper compliqué à trader, hein, évidemment, vous le voyez, à première vue, hyper compliqué à trader. C'est du trading, par contre, et effectivement, nous sommes en tendance plutôt haussière, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui monte, nous sommes également au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, donc je reste positif sur ce dossier de toute manière. Voilà, on a des mèches hautes, on a une réduction de la volatilité qui pourrait être potentiellement intéressante. Alors attention à la taille de position, hein, parce que c'est soumis à news. Hein, on le voit, hein, quand il y a des news, ça peut décaler, hein, que ce soit des gaps à la hausse ou des gaps à la baisse. Mais en tout cas, la config, alors elle est atypique, hein, la config, mais elle est plutôt pas mal. Et je dirais que pour les plus agressifs d'entre vous, qui sont intéressés par le dossier, qui veulent trader le dossier avec une taille de position raisonnable, nous avons effectivement un double top qui se dessine au-dessus des 3,93. Le stop est à peu près clair, donc sous la bougie du jour, hein, potentiellement. Je vais le faire proprement. Sous la bougie du jour, alors c'est un stop agressif, on peut se faire sortir pour rien, mais en tout cas, on a un ratio gain-risque intéressant parce que si on vise, je dirais, le dernier plus haut ici, on va dire en par là, effectivement, nous aurions un stop très agressif à 4% et nous viserions potentiellement un objectif à 18. Donc pourquoi pas, alors il y a un petit gap ici, bon, mais on n'est pas obligé d'aller le combler, hein, du moins pas tout de suite. Donc pourquoi pas tenter quelque chose sur Project, bon voilà, à condition encore une fois de maîtriser parfaitement son money management sur ce genre de dossier là et à condition une nouvelle fois de connaître très bien le dossier fondamentalement. Virbac, c'est une société qui avait énormément progressé en 2020, hein, donc et pas qu'en 2020 d'ailleurs, qui a toujours beaucoup progressé. Virbac, c'est une superbe dynamique. Donc Virbac avait fait son top. Alors il y avait une config qui était plutôt pas mal, hein, qui était ici, qui était par là. Donc on avait une espèce de congestion. Et puis finalement ça a lâché par le bas. Les résultats sont moyens. Nous avons effectivement un gap qui n'est pas encore totalement comblé ici, hop, et qui serait potentiellement fermé aux alentours des 232. Il y en a même un ici plus bas aux alentours de 185. Bon, on va pas tous les faire, hein. Mais voilà, nous sommes attirés en tout cas par ce gap-là. Bon, voilà, hein, pour le moment, ça reste baissier. On construit, on a quand même une réduction de la volatilité, donc ça se regarde. Mais voilà, grosso modo, à voir. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à faire ou pas? Je sais pas. On a ici potentiellement une construction aussi. Donc ça peut être intéressant là aussi si on arrive à combler le gap et construire et faire une réduction de la volatilité pour relancer. Donc voilà le scénario qu'on pourrait éventuellement jouer sur Virbac. Encore faut-il que Virbac nous offre un point d'entrée. En tout cas, ouais, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Ça reste un titre baissier. On est sous la M200 qui est en train de se retourner, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de ce titre. On le voit, hein, c'est une zone très importante. Hein, tout ça, ça fait toute la zone là, des 238, 230 jusqu'à 245, grosso modo. Toute cette zone-là, c'est une zone de résistance importante qui avait fait résistance donc en 2019, même début 2020, et également en décembre 2020 et en mars 2021. Donc toute cette zone-là peut être une zone où des fonds pourraient se réintéresser à la valeur. Donc, on verra. Gossin fait partie des titres, bon, fondamentaux moyens, on va dire. Pour autant,
Nous avons quand même des constructions qui sont pas mal. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu un bémol hein, au niveau de Gossin qui a énormément perdu de liquidité, même si ça reste encore tradable. Alors, elle est erratique, elle est volatile. Il y avait un gap qu'on avait indiqué qui a été quasiment fermé. C'était plutôt pas mal, hein, puisque nous avions une forte congestion. On a cassé, on est venu faire un pullback très agressif en bas. Derrière, on a fait de nouveau une belle construction ici. On a cassé par le haut. Bon, c'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est du trading, c'est quand même erratique, c'est pas facile, c'est pas évident. Voilà, on verra. Je suis pas, alors bon, je suis toujours un petit peu partagé sur Gossin parce que c'est une valeur que j'ai beaucoup tradé moi en 2020, donc je l'aimais beaucoup et c'est vrai que le management, etc. de cette boîte, des fois, c'est un peu moyen. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais derrière, voilà. Donc je dirais que pour le moment, je vais l'observer, je vais voir si elle est capable de construire pour éventuellement casser. Mais pour moi, on est un petit peu sur potentiellement un biseau ascendant, donc il faut faire attention. Et surtout, surtout, si ça lâche par le bas, il faudra faire attention parce que elle est capable d'accélérer à la baisse. C'est un titre quand même qui cotait 13 euros, hein, 13 euros en 2021, qui aujourd'hui est à 4,20 €. Hein, donc c'est une baisse quand même depuis le plus haut de moins 70. Donc voilà. Disons que est-ce que c'est actuellement vraiment l'opportunité du siècle sur le marché que l'on vit? Je ne suis pas persuadé. Voilà, je ne suis pas persuadé, mais maintenant je peux évidemment me tromper, mais voilà. Peut-être, je sais que c'est beaucoup sont amoureux de l'action, hein, je les critique pas, hein, bien évidemment, hein, j'essaie toujours d'être le plus objectif possible, mais voilà, je pense qu'actuellement il y a moins risqué à faire sur le marché pour les mêmes rendements. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire sur le marché que d'aller sur du Gossin actuellement. On passe aux États-Unis avec Boeing. Donc, Boeing, elle est ici. Donc, Boeing. Alors, j'aime bien le graphe, moi, de Boeing. J'aime beaucoup le graphe. Donc, tendance plutôt haussière sur le long terme. Et on construit. Et on construit au niveau de Boeing. Donc, on est revenu là aussi parfaitement s'appuyer, vous voyez, sur le support oblique. Donc, et là, on construit une figure. Construit une figure. On a fait de nouveau un appui. On a fait ici, comme je vous le montre régulièrement, on a fait une belle zone de congestion. Ça peut venir ou pas? Voilà. Belle zone de congestion qu'on a cassée par le haut, pullback d'une violence inouïe. Et derrière, on relance. On vient ici bloquer sur la MM200. Donc voilà. Donc pour le moment, observation plutôt du titre. C'est pas trop une zone de prise de décision. La zone de prise de décision était plutôt plus bas. Maintenant, c'est passé. Mais voilà, je reste plutôt prudent sur ce titre. Donc on est en train de se heurter. Je pourrais être en revanche intéressé si on revenait, par exemple, ici pour jouer, pour jouer ce genre de mouvement-là. Voilà. Donc si Boeing revenait aux alentours des 100, en dessous des 130 dollars et nous offrait une porte d'entrée, pourquoi pas rejouer le même scénario qui avait été fait précédemment. A contrario, évidemment, si on repasse en dessous des 120, là c'est que potentiellement ce sera un petit peu plus grave. Stonco, alors je la montre rapidement, on en a parlé la semaine passée. Pardon, je l'écris mal. Stonco, la voici, la voilà. Donc, elle a fait. Oula, elle a bien retracé, elle est en train de bien retracer Stonco, dis donc. Donc, hop là, j'ajuste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'on avait. Alors, la semaine dernière, vous avez dit, on va revenir potentiellement sur le bas pour jouer ça. Mais finalement, elle ne nous a pas entendu. Elle est venue directement casser. Donc superbe. Et là, elle fait, j'espère pour elle, elle fait le pullback. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir maintenant la capacité que Stonco a de bien congestionner pour pouvoir relancer. En tout cas, je reste sur mon avis que la config, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse complète, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, la fin de la vidéo de la semaine dernière. Effectivement, on a une construction moyen long terme qui est en train de s'opérer et on est potentiellement en train de la casser. Le véritable signal, pour moi, hein, le véritable signal, il sera à la cassure, voilà, ici, de cette résistance oblique. Une fois qu'on aura cassé, donc je dirais la zone des 12 dollars, en clôture,
je pense que effectivement, on pourra relancer un mouvement beaucoup plus moyen terme. Et je vous rappelle, il y a des zones de gap à aller combler aux alentours des 26-28 $, etc., etc., etc. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo de la semaine passée. Et puis, on va terminer par Alibaba. Donc, le marché, évidemment, chinois a énormément rebondi. Mais bon, Alibaba, quand on le regarde, là aussi, c'est un véritable carnage, hein. Alibaba, c'est moins 78%. Donc, malgré le rebond de 6% aujourd'hui, c'est moins 78%. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, sur Alibaba, c'est ça. C'est qu'on est revenu, en effet, sur une zone historique. D'accord, qui avait fait support ici, support ici, support ici, et on est revenu dessus. Donc, en effet, ça reste du trading, et effectivement, cette zone-là a été achetée. Pour le moment, c'est pas mal, ça a été acheté, on a généré le rebond, on fait le pullback, là. Bon. Mais, voilà, pour le moment, hop, tant qu'on est là-dessous, je reste baissier, même à court terme, sur Alibaba. Voilà. Donc, tant qu'on est là-dessous, on patiente, mais effectivement, voilà, si on arrive à repasser au-dessus des 72 $, on pourrait potentiellement viser ici la zone de la M200, donc aux alentours des 96 dollars, pardon, vous avez compris. Et il y a une zone également de gap ici qui pourrait être jouée en termes d'objectifs. Donc, qui est une zone comprise entre les 115 et les 121 $. Voilà pour cette semaine. En résumé, donc en synthèse, pour la semaine prochaine et éventuellement les jours suivants. Donc, je sais que évidemment, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration parce que nous avons droit à un marché qui est très violent. Et c'est la raison pour laquelle je démords pas de mon discours depuis de nombreuses semaines, voire même depuis de nombreux mois, sur le fait que dans ce marché-là, nous avons le devoir, en tant qu'investisseurs, en tant que traders, nous avons le devoir d'être sous-investis lorsque l'on fait du trading. J'ai bien dit du trading, j'ai pas dit de l'investissement long terme, du DCA, j'ai pas dit des ETF, j'ai dit du trading. Parce que clairement, eh bien, nous avons des marchés violents et nous pouvons avoir des ouvertures en gap à la hausse ou en gap à la baisse. Et c'est un marché qui peut rapidement, avec une telle volatilité, rendre schizophrène et rendre extrêmement frustré. Donc je dirais que prendre des trades, oui. Chercher des configurations avec des ratios gain risque importants, oui. Maintenant, être surexposé dans ce marché-là, très franchement, alors je me l'applique à moi-même, hein. En swing, non. Il vaut mieux, à la limite, si vous pouvez faire un petit peu d'intraday pour jouer des décalages, oui. Mais encore une fois, je pense que si on veut bien dormir dans ce marché-là, il vaut mieux le soir être investi de manière raisonnable. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manière raisonnable? Ça dépend de vous, évidemment. Ça dépend de votre profil et de votre appétence au risque. Mais pour moi, être investi, à garder une grosse poche de cash, pardon, c'est vendredi soir, et j'ai pas encore fait l'apéro, garder une grosse poche de cash, pour moi, c'est au-delà de 30, 40, même 50%. C'est pas gênant. Donc voilà. Donc, moi, je reste dans la même mentalité que dans ce marché-là. Il faut être relativement peu investi. Il faut prendre les TP. Ça, c'est important. Faut pas croire que le marché va aller sur la Lune. J'en suis pas du tout persuadé. Malgré les belles séances comme on a aujourd'hui, malgré des signaux positifs, etc., il faut rester sur l'idée de prendre les TP parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et je reste persuadé qu'un marché qui démontre autant de nervosité, autant de volatilité, ça reste un marché trop dangereux pour le commun des mortels, et je dirais que même pour les personnes d'expérience, on le voit, je peux vous dire que c'est un marché qui n'est pas évident. Donc ne croyez pas en lisant les différents tweets ou de différentes personnes que c'est un marché facile. C'est pas du tout la réalité, je peux vous le dire.
C'est un marché extrêmement difficile, extrêmement nerveux, et donc encore une fois, la seule et unique solution, c'est à chaque fois de vous mettre en priorité que c'est la préservation de votre capital qui compte et donc pour préserver son capital, vous n'avez pas d'autre choix que de, diminuer vos tailles de position et ainsi vous dormirez bien plus tranquille et vous éviterez, des mauvaises nouvelles. Alors oui, effectivement, des journées comme ça, on se dit: «Mince, si j'étais dedans». Oui, mais des journées aussi où les indices partent à la baisse, violemment, on est aussi très content de ne pas être dedans. Donc c'est toujours pareil, c'est en fonction de votre profil de risque qu'il faut, adapter votre money management et vos tailles de position. Voilà mes chers amis, j'espère avoir été plus ou moins, clair, même si ce sont des semaines évidemment qui psychologiquement, eh bien amènent de la fatigue, hein, pour moi également. Donc encore une fois, merci pour tous vos soutiens, merci pour le nombreux commentaires, likes et retweets, qui aident énormément la chaîne à progresser. Je ferai le nécessaire, donc je commence déjà à travailler, pour le projet d'une émission long terme, pour avoir encore une fois, l'idée d'amener un maximum de contenu auprès de tout le monde, et pour aider à la culture financière parce que, malheureusement, effectivement, je ne sais pas si on aura tous droit à nos retraites. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, donc à jeudi soir. Ciao, ciao, bon week-end.